Bonjour. Merci pour l'invitation. Première fois que je me joins à ce groupe GRMS, alors je suis très content d'être ici. Je connais pas beaucoup de personnes, fait que je vais peut-être prendre un petit 2 minutes pour commencer par me présenter. Je suis professeur au Cégep du Vieux-Montréal, juste ici, en création sonore, dans le programme de communication. C'est bon? Ouais. Puis, j'ai aussi une formation en philosophie. Puis, j'ai décidé de me lancer dans un doctorat parce que, je sais pas, je cherche un défi. Alors, je suis doctorat en études et pratiques des arts avec Sofiane. Je travaille avec Sofiane. Puis, Nicolas Bernier aussi de l'UDM. Donc, je suis en UDM puis UCAM combiné. Puis, je travaille sur le concept puis je vais parler un petit peu rapidement là, de mon projet de doc, mais ça ne va pas être exactement ça que je vais parler aujourd'hui parce que je voulais plus être en lien avec la thématique. Mais je travaille sur notre rapport au vivant. J'ai une réflexion philosophique sur la définition du vivant, qu'est-ce que ça signifie être vivant. Puis, je m'amuse à construire ce que j'appelle des créatures sonores. Puis c'est dans une réflexion aussi avec la technologie, le biologique, puis j'essaie de jouer avec cette espèce de flou-là. Puis ben, la pièce que je vais vous présenter est quand même en lien avec mes recherches, mais la présentation que je voulais vous faire, c'était vraiment plus en rapport avec la thématique qui est sur la spatialisation, l'immersion sonore. Puis, je vais vous parler de certains projets dans lesquels j'ai travaillé qui demandaient finalement un travail de spatialisation sonore, puis certaines techniques, puis certaines recherches, puis certaines réflexions qui ont émergé. Alors, je voulais partir de deux projets sur lesquels j'ai travaillé, dans lesquels on a travaillé donc avec la spatialisation. Le premier, Nuage de points, qui a été fait en collaboration avec Audiotopie. Peut-être qu'il y en a qui connaissent l'organisme, qui a développé ce qu'ils ont appelé des essaims. Donc, c'est des haut-parleurs sans fil. Puis, ce qui est vraiment intéressant à travailler avec ça, c'est que ces haut-parleurs-là, donc tu peux les déplacer dans n'importe quel espace. Donc, c'était vraiment dans les installations in situ qu'on a fait la spatialisation. Puis, en plus, tu peux faire des configurations de haut-parleurs qui sont éclatées. Tu peux penser à n'importe quel type de configuration. Et ça, donc, on a fait un projet qui s'appelait Nuage de points, qui était essentiellement la diffusion d'œuvres spatialisées. Puis, il va y avoir une deuxième version là, qu'on va faire bientôt aussi. Puis, l'idée, c'est d'occuper un espace, puis de jouer aussi avec les sonorités, évidemment, de l'espace qu'on occupe. Alors ça, je trouve ça intéressant dans la composition parce que tu peux prendre compte de l'espace sonore dans lequel tu te trouves, mais en même temps composer en fonction pour faire comme une espèce de mélange finalement entre les sons ambiants puis les sons composés. Voilà, donc ça, dans cette approche de composition. Je vais en reparler tout à l'heure, mais c'est une approche de composition un peu plus classique, donc avec un logiciel dans lequel j'ai spatialisé les sons. Puis le deuxième projet, Courant d'espace, donc c'est un projet, donc en ce moment, je fais une résidence de création à la Société des arts technologiques pour un show qui devrait, on va avoir les dates bientôt, mais qui devrait être diffusé dans le coin du mois d'août. C'est une grosse préparation, quand même une bonne production. On est quatre là-dedans, puis on travaille essentiellement avec la composition avec la synthèse modulaire, Eurorack principalement. Puis, on a au niveau visuel quelqu'un qui travaille avec des liquides en temps réel, ferrofluides et liquides, puis qui rentre ça dans du modulaire vidéo, en fait. Fait que ça donne un espèce d'effet un peu vintage, puis on joue un peu avec le mélange analogue, digital, etc. Puis tout ça, c'est diffusé dans le dôme. Et il y a une interaction aussi. On peut envoyer des signaux CV aux vidéos. Puis donc, ça fait quand même une espèce de grosse bête qui est difficile à gérer, à contrôler, mais une belle expérience qu'on a. Puis moi, je m'occupe surtout de la spatialisation sonore. Et ce projet-là m'a amené à réfléchir à différentes techniques de spatialisation. Puis ça va être surtout en lien avec ce projet-là, donc ce que je vais vous parler. J'ai remis en question là, une approche un peu plus linéaire de la spatialisation. Tiens, d'ailleurs, je l'ai ici, qui se résume à ça.
dans mon expérience de la spatialisation, donc on commence par faire la composition de la matière sonore dans un premier temps en utilisant n'importe quel logiciel. Puis après ça, dans un deuxième temps, ce qu'on fait, puis pour ça j'appelle ça post-production, on va utiliser un logiciel de spatialisation comme SPAT ou SPAT-GRI de l'UDM, d'ailleurs, qui est un très bon logiciel, là, celui de l'équipe de Robert Normando, avec lequel j'ai travaillé avec ce logiciel-là quand même pour une bonne partie. Puis je pense qu'ici, vous utilisez SPAT Révolution, si j'ai bien compris, mais qui participe de cette même logique-là, c'est-à-dire on compose la matière sonore, après ça, on envoie finalement le son dans les différents haut-parleurs. Puis donc, ça se fait comme en deux étapes. Puis c'est deux étapes qui sont séparées. Étape de composition, création de la matière sonore, puis après ça, dans un deuxième temps, on diffuse ça dans un espace, puis on prend compte de l'espace. Mais l'approche que j'ai décidé d'explorer, c'est, je me suis référé à Bonardi, qui a écrit un article récemment là-dessus, parce qu'à l'IRCAM, il travaille quand même pas mal avec ces techniques-là assez récemment. C'est l'idée de penser la synthèse, la création sonore, mais déjà d'emblée placée dans un espace. Je vous lis la petite citation là, qui vient d'un article de Bonardi qui dit « À l'opposé de démarches analytiques qui isolent en général le phénomène selon des dimensions qui se voudraient indépendantes, nous développons des procédés synthétiques pensant les opérations sur le son comme d'emblée spatiales. » Okay? Alors, c'est une façon de réfléchir le son dans la composition elle-même, dans le paramètre sonore, dans la synthèse du son, de rajouter cette composante spatiale. Puis, il y a plusieurs façons de le faire. Puis, j'ai commencé à explorer ça. Puis, ça donne des résultats assez intéressants. Puis, je pense qu'il y a encore beaucoup à travailler. Puis, il y a beaucoup de recherches qui doivent être faites pour pousser ces techniques-là. Parce que je pense qu'il y a des résultats vraiment intéressants qui peuvent être faits avec ça. Bon, je vous mets juste quelques références. Là. Bon, ça doit être assez petit, là, mais c'était juste pour vous donner des idées pour ceux que ça intéresse. Il y a Pierre Guillot qui travaille aussi à l'IRCAM maintenant, qui a écrit sa thèse de doctorat sur le sujet, puis Bonardi et Wakefield. Donc, je vous montre certaines des techniques avec lesquelles ils ont utilisé pour travailler la spatialisation, notamment la synthèse, bon, ce qu'ils appellent par décorrélation temporelle, essentiellement, c'est du délai. C'est une façon fancy de parler de délai. Il a aussi travaillé avec la granulation, puis il a fait ce qu'il a appelé du flanging ambisonique. Puis je ne vais pas rentrer plus précisément dans ces techniques-là, mais je vous invite à aller lire les articles où ils expliquent comment ils font. Puis une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé aux travaux de l'IRCAM, parce qu'ils travaillent avec MaxMSP, puis moi aussi, c'est mon langage, c'est mon outil, fait que ça me permettait de mieux comprendre ce qu'ils faisaient. Puis aussi, ils utilisent Pure Data, puis MaxMSP. Donc, pour moi, ça fonctionnait bien dans mon univers sonore. Puis, une des raisons qui m'a mené aussi à travailler le son spatial, j'ai développé un synthétiseur dans un séminaire avec Georges Forget et Martin Marié à l'UDM, où on travaillait, puis on essayait de développer des nouveaux outils avec Max. Puis, j'ai développé ce petit synthétiseur-là qui, en fait, je l'explique là, vraiment de manière assez large parce que je ne veux pas rentrer dans des trucs trop techniques, mais essentiellement, dans ce synthétiseur-là, on a 8 oscillateurs qui jouent, mais au lieu que les oscillateurs jouent simultanément, ou comme dans une synthèse additive, par exemple, ben, les oscillateurs jouent à tour de rôle, mais très, 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 très rapidement. Alors, par exemple, si on joue un La à 440 Hz, ben, on sait que 440 Hz, il va avoir 440 cycles par seconde. Alors, on peut imaginer ça comme étant chaque synthétiseur va jouer finalement une tranche du cycle. Je ne sais pas si c'est clair comment je l'explique, mais donc dans un cycle, il va y avoir les 8 oscillateurs qui vont avoir joué à tour de rôle. Okay? Ce qui fait que si je modifie un paramètre d'un des oscillateurs, ben, je vais modifier une petite tranche du cycle sonore, ce qui donne lieu à des ondes sonores quand même assez complexes puis intéressantes, juste avec des sine waves au départ. Donc, c'est vraiment une combinaison de sine waves. Donc, je vous ai montré une partie de la patch, là, mais c'est un petit peu petit, puis je pourrais la partager. C'est quelque chose que j'ai donné gratuitement, d'ailleurs, sur mon site, s'il y en a qui veulent jouer avec. Puis ça fait des sonorités vraiment assez intéressantes. Mais ce que j'ai découvert un peu par hasard en créant ce synthétiseur-là, moi, je voulais développer une nouvelle forme de synthèse qui n'avait pas été exploitée, mais c'est que j'ai mis différents paramètres dans chacun des oscillateurs, dont le panning. Okay?
Puis c'est là que je vais en venir, je vais faire le lien avec la spatialisation. Pour chacun des oscillateurs, tu as la possibilité de, puis dans ce cas-là, c'était pas du multicanal, juste gauche ou droite. Puis là, j'ai découvert que ça faisait une affaire qui était vraiment très, très, très au niveau de l'image stéréo qui se développait, qui se dégageait. Si, puis il faut s'imaginer qu'est-ce qui se produit, dans une tranche, par exemple, d'un La à 440 Hz, je déplace le panning juste un peu à gauche. Donc, qu'est-ce qui arrive finalement, c'est que la spatialisation va jouer 440 fois par seconde, un petit décalage vers la gauche, puis ça donne une espèce d'effet nouveau, pas juste déplacé à gauche ou à droite. On sent l'effet, on le ressent, mais c'est la même note pourtant qui est jouée. Fait que là, on peut s'amuser avec ça. Donc, le deuxième oscillateur, je le déplace à droite, le troisième, je le déplace complètement à gauche. Puis, fait que finalement, est sorti de ça vraiment une espèce d'outil de synthèse, justement, dans laquelle le panning se trouve à l'intérieur. Puis là, ce que je veux faire, puis ça, c'est une des recherches là, sur lesquelles je veux m'avancer, c'est qu'au lieu que ce soit juste gauche-droite, dans un système, par exemple, octophonique, je pourrais avoir chacun des oscillateurs qui est lié à un haut-parleur. Et donc, si on a un système octophonique, par exemple, bien, ça tournerait, mais dans le audio rate, si on veut. Fait que ça a été une de mes réflexions, de dire comment pousser cette idée-là pour essayer d'intégrer encore une fois la spatialisation à l'intérieur de la synthèse. Puis c'est là que je suis parti dans une autre direction parce que ça me semblait assez intuitif de jouer avec ça, avec la granulation. Puis c'est là où je vais en venir. J'utilise les outils, peut-être qu'il y en a qui les connaissent, Envelope. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les outils Envelope? Oui. C'est principalement, évidemment, pour ceux qui travaillent avec Ableton Live. Mais ce qui est vraiment intéressant avec ces outils-là, donc c'est pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est des outils de spatialisation, mais qui sont développés en Max. C'est que c'est open source. Ceux qui les ont faits, ils donnent leur code. Tu peux aller jouer dedans, tu peux les. Bon, c'est vraiment assez facile de naviguer dans ces outils-là. Puis, ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer un nouvel outil qui est connecté finalement à Envelope. Puis, cet outil-là, en fait, c'est un granulateur, mais qui va rentrer finalement dans l'encodage ambisonique pour se trafiquer finalement les sons de la création sonore, puis après ça, de la spatialiser à l'intérieur même de la spatialisation. Donc, dans mes expériences que j'ai commencé à faire, c'est assez simple. J'ai commencé par dire, voilà, on a un granulateur, je vais avoir 16 grains. Je vais dire que chacun des grains joue dans un haut-parleur. Puis après ça, mon grain se déplace par exemple dans l'échantillon. Puis après ça, je peux déplacer les grains les uns par rapport aux autres. Puis à ce moment-là, faire des nouvelles configurations sonores aussi qui sont différents, encore une fois, de l'approche dont on avait parlé au début, qui sont créer un son, puis après ça, le déplacer. Donc, on est vraiment à l'intérieur même du son. Puis je suis en recherche, je suis en développement. Il y a des choses qui donnent des résultats heureux, d'autres moins. Ce que j'ai remarqué, c'est que facilement, on peut être saturé d'informations aussi. Il faut faire attention avec ça. Quand on a beaucoup, beaucoup de grains, puis on fait ça déplacer dans l'espace, on perd complètement le fil. On ne sait même plus ce qui se passe. Puis bon. Fait qu'il faut quand même y aller subtilement. Mais il y a vraiment quelque chose d'intéressant à explorer dans l'idée de spatialiser dans le audio rate, c'est-à-dire de faire tourner ça très, très, très rapidement. Puis ça ne donne plus vraiment l'impression de l'espace, mais ça donne finalement comme s'il y avait un nouveau timbre, un timbre spatial qui se créait finalement. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé qui était intéressant puis qui pouvait être développé. C'est vraiment encore à l'état de développement. Je suis en résidence en ce moment. Puis là, je suis dans le dôme de la SAT. Puis c'est difficile parce qu'on a juste accès à certains moments au dôme. Puis faire ça en binaural à la maison, ça donne jamais les mêmes résultats. Fait que c'est vraiment des va-et-vient. Puis c'est une longue démarche. Puis peut-être si j'ai accès à cette salle-ci, peut-être un jour, je vais pouvoir continuer à développer ces idées-là. Puis, voilà sur mes recherches sur la spatialisation, puis la façon dont j'essaie d'explorer ou de découvrir d'autres façons de spatialiser. Puis, on change un petit peu de sujet pour la pièce que je vais vous faire écouter. On revient plus avec mes idées que je suis en train de développer pour mon doc, mais dans cette pièce que vous allez écouter, il y a certaines des techniques que je viens de vous parler qui sont explorées.
où j'utilise la granulation, puis où j'essaie des façons de le spatialiser, mais j'ai quand même essayé de rendre ça cohérent quand même, puis que ça soit intelligible, puis qu'on comprenne quand même le mouvement. Et je l'ai appelée Machine existentielle, cette pièce-là. Pourquoi? Parce que ça fait référence à un livre de Lestel qui s'appelle, comment il s'appelle? Je ne l'ai même plus, me semble dans la citation, c'est écrit, ça me cache. On va essayer de voir. Voyons, j'ai oublié le titre du livre. Machine insurrectionnelle, voilà. Et qu'est-ce qu'il fait, Lestel? Il essaie de développer ce qu'il appelle une théorie post-biologique du vivant. Puis je vous lis la citation, puis je vais vous expliquer un peu la démarche que j'ai faite dans cette pièce-là. Il dit « L'émergence de ces nouvelles machines devrait nous inciter à repenser ce que nous entendons par vivant, à faire une place à la vie robotique à côté de la traditionnelle vie biologique. La vie, en effet, n'est peut-être rien d'autre que la capacité pour un être à interférer avec les autres, à affecter leurs existences. Et de ce point de vue, les robots insurrectionnels, voilà l'appellation, donc le terme qu'ils utilisent, qui entrent en friction avec les autres vivants. Donc, je trouvais ça intéressant, cette idée de friction. En raison de leur indépendance, sont indéniablement des sortes de vivants. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils déplacent la conception du vivant plutôt que d'une analyse finalement biologique, c'est-à-dire on va essayer d'identifier les caractéristiques qui font en sorte qu'on peut identifier cette chose, cet organisme comme étant vivant. On se rend compte qu'il y a beaucoup de débats aussi au sein de la biologie. Je m'inspire aussi de la philosophie de la biologie. Et il n'y a pas de consensus. On a beaucoup de la difficulté. Dès qu'on essaie d'avoir des caractéristiques qui définissent le vivant, on va avoir tel organisme ou telle créature qui ne répond pas à ces caractéristiques-là. Alors lui, il dit, est-ce qu'on ne pourrait pas déplacer le vivant plutôt dans une forme de relation qu'on entretient avec les choses? Et cette idée-là de friction, je trouve ça intéressant. Donc, on a finalement quelque chose qui nous challenge, entre guillemets. Et c'est pour ça que j'aime aussi le terme machine existentielle, parce qu'ils nous remettent en question existentiellement aussi, donc au plus profond de nous-mêmes. Et j'ai mis des dessins de certaines de ces machines que j'ai utilisées pour composer cette pièce-là. Donc, évidemment, c'est de l'Eurorack. Et moi, quand j'entre dans un processus de composition avec ces machines-là, je rentre dans un drôle de rapport parce que je n'ai pas le total contrôle. Je sais à peu près ce que je veux faire, mais c'est vraiment comme dompter un animal, vraiment comme si tu avais un chien, un chat à côté de toi, puis des fois, tu voulais t'approcher, puis il se sauvait, puis tu essayais de le nourrir, puis tu rentres dans un drôle de rapport. Puis, je trouve que c'est intéressant, cette question-là, finalement, dans la composition, de savoir qu'il y a quelque chose sur lequel tu n'as pas de contrôle, finalement, mais en même temps, tu essaies de le dompter. Puis, donc, on va écouter la pièce et on la surnomme aussi, j'ai appelé ça machine existentielle, mais c'est une pièce qui va être utilisée dans notre processus de création à la SAT. On l'appelle la bête aussi, la pièce, OK? Puis, voilà, donc on peut, je pense, écouter la pièce, puis on pourra en reparler peut-être un peu après. Je vous invite à vous asseoir peut-être dans le milieu, parce que c'est vraiment là qu'on va plus ressentir la spatialisation.
Ben voilà, donc c'est dans cette pièce-là, évidemment, c'est... oui, c'est ça. Peut-être si vous avez des questions, je vois qu'il reste juste 2 minutes. Vous avez des choses à dire. Oui? Quelle était la part de sons qui venaient de ton synthétiseur, ce que tu as fait, et les sons qui provenaient de ces travaux avec les modulaires? Oui, ben en fait... Oui, en fait, quand je travaille avec la granulation, évidemment, je travaille beaucoup à partir d'échantillons. Alors, il y a des échantillons qui sont préenregistrés, puis je navigue un peu dans ces échantillons-là. Fait que il y a les deux. Hein. Il y a vraiment vous avez vu peut-être dans les synthétiseurs, le qubit, là, le Nebulae. La bête était essentiellement conçue avec cette machine-là, donc c'est un granulateur. Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut jouer avec la vitesse et le pitch. Puis là, ce que vous entendez, c'est un enregistrement directement que j'ai fait des manipulations. Là, parce que dans le dôme, on va jouer directement sur les machines. Donc, je me suis enregistré. Au début, j'aurais aimé ça faire une performance live ici. Ça pourrait être pour une prochaine présentation. Parce que c'est jouer avec cette granulation-là qui passe par la suite dans un système qui est capable de spatialiser. Donc, ça donne ces résultats-là, ce qui fait aussi que la spatialisation rentre ou s'imbrique dans la manipulation elle-même. Alors ça, je trouvais ça intéressant. Mais il y a les deux, là, vraiment, les deux sont utilisés. Autant je fais j'utilise cet outil en max pour spatialiser. Puis après ça, les manipulations, plus quand j'ai envie que ça soit plus des trucs qui sont travaillés avec des gestes, ben là, j'utilise les machines. J'ai peut-être une deuxième question parallèle. Tu parlais de dompter, mais avec un chien, on ne dompte pas vraiment un chien. Il y a toujours une part de... Hein? Ouais, c'était plus un lion, je dirais. C'est un lien, c'est une relation qu'on développe, puis la pensée et l'acte créateur se fait aussi à travers non seulement le geste de notre corps, mais à travers on parle d'agentivité, évidemment, c'est un peu la mode, là, mais vraiment là commence cette relation entre les deux qui est une relation transductive. J'avais la même question. En fin de compte, le rapport, moi aussi, ça m'a un peu surpris quand tu as nommé dominer. Ouais. Dompter. Oui, plutôt dompter, oui. J'étais curieuse, moi aussi, de t'entendre là-dessus. C'est vrai, c'est une bonne question, effectivement. Puis je pense que c'est vraiment plus dans une espèce de rapport, justement, avec un lion. T'sais. C'est vrai que j'ai utilisé le chat puis le chien, puis c'est pas du tout le même type d'interaction. Mais vraiment comme un lion qui est imprévisible, puis qui a comme quelque chose de dangereux, tu sais, en quelque part, que si tu vas pas dans la bonne direction, ben ça va faire vraiment quelque chose qui peut être même quasiment dommageable, tu sais, puis qui va être vraiment trop agressant, puis qui va te refaire reculer même de ta machine. Fait que c'est peut-être pour ça que j'ai utilisé ce terme-là, mais c'est une bonne question, je vais réfléchir à moi-même. C'est un rapport quand même qui n'est pas banal, là. Oui, tout à fait. Dompter, oui. Oui, dompter, oui. C'est vrai que c'est très différent de ce qu'on va voir. Le reste est intéressant aussi. Mais dompter, c'est vrai. Que ce soit la machine. Ça peut être assez ça, on peut... Ou en interrelation.